Il y a des endroits au monde où vous espérez voir des développements positifs, entendre parler de progrès, de soulagement et d'espoir. Mais plus vous prenez connaissance de leur histoire, de leurs vaines tentatives à prospérer en tant que société fonctionnelle et percevez l'échec annoncé de leur futur, alors tout ce qui vous reste à faire est de suivre l'effort de certains en espérant que leur travail marquera le début d'un changement. Haïti en est un exemple. On connaît Haïti et son peuple, ses traditions et sa culture qui s'entrecroisent entre un avenir brillant, loin de la réalité, et une éternelle douleur. Et puis il y a aussi les catastrophes naturelles et la pauvreté transmises par les médias qui occupent l'espace déjà limité de notre attention. Mais on en connaît très peu sur la catastrophe qui se profile à l'horizon d'Haïti-Quisqueya, terre de montagne. Haïti occupe le tiers occidental de l'île d'Hispaniola. Son seul voisin est la République dominicaine. La majorité de son territoire se compose de chaînes de montagnes atteignant des hauteurs impressionnantes de 8800 pieds ou 2680 mètres. Ce sont les plus hautes montagnes situées au nord et au sud de la côte est de l'Amérique. Hispaniola existe depuis 80 millions d'années et jouit d'un climat tropical, de vastes précipitations ainsi que d'altitudes variées qui ont créé des conditions favorables au développement d'une extraordinaire diversité de la vie végétale et animale sur l'île. Environ 6000 espèces de plantes et des centaines de reptiles et d'amphibiens vivent sur cette île tropicale. Comme la nature qui s'est développée d'elle-même pendant des millions d'années, l'extinction fait aussi partie du processus d'évolution. Ainsi, à cause des bouleversements géologiques, des tsunamis catastrophiques et de l'ère glaciaire, les espèces ont été éliminées et de nouvelles ont surgi. Mais depuis, les choses ont changé. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ce sont les humains qui sont principalement responsables de la perte de biodiversité et de l'extinction massive des espèces. Haïti figure en tête de liste des pays touchés. Il est grand temps de faire face à la véritable tragédie de ce pays, la perte de son patrimoine naturel et la possible, voire même probable, perte de son avenir. Pendant de nombreuses décennies, la déforestation aveugle a été et continue d'être l'une des principales menaces pour la biodiversité. Mais lorsqu'elle atteint la vitesse où elle est rendue aujourd'hui en Haïti, la menace devient une catastrophe. En 1940, 30% de la terre d'Haïti était encore couverte de forêts. Leur nombre a chuté à 10% en 1970. Aujourd'hui, les forêts naturelles recouvrent moins de 2% du territoire. Les rivières et les ruisseaux ont disparu à jamais. Pendant la saison des pluies, des quantités massives d'eau remplissent les lits des rivières asséchées. Les eaux en crue charrient le sol fertile vers l'océan, un sol non protégé, utilisé exclusivement dans les montagnes pour l'agriculture. Ne restent plus alors que des paysages détruits et de larges routes de roches et de pierres. Peuplée de 10 millions d'habitants et dotée d'une croissance démographique de plus de 2%, Haïti fait face au manque d'infrastructures, à l'absence d'agriculture durable, ainsi qu'à un besoin croissant de sources d'énergie à bon marché. Le charbon de bois étant traditionnellement utilisé comme source d'énergie, une perspective favorable devient presque impossible pour la partie occidentale d'Hispaniola. Beaucoup ont renoncé à Haïti. Trop peu, trop tard, disent-ils.
La plupart d'entre nous seraient d'accord s'il n'y avait pas ceux qui croient encore en un avenir pour Haïti, s'il n'y avait pas des scientifiques et des professionnels qui agissent et font tout leur possible pour connaître l'étendue de la biodiversité qui reste en Haïti, en essayant de la sauver autant que possible, dès que possible. Sans eux, l'environnement d'Haïti cesserait d'exister. Un de ces chefs de file qui croient en l'avenir d'Haïti est Philippe Bayard, président de la Société Audubon Haïti. La Société Audubon Haïti est une fondation créée en 2003 avec pour mission la conservation de la biodiversité des écosystèmes naturels d'Haïti et des îles satellites, créée par des Haïtiens qui sont conscients de l'état de dégradation de l'environnement et de l'urgence qu'il y a de la restaurer et de la conserver. Le professeur et docteur Blair Hedges, un biologiste évolutionniste aux États-Unis qui se consacre à l'étude des reptiles et amphibiens des Caraïbes, est un leader de la communauté scientifique qui aide activement à explorer et à sauver la biodiversité d'Haïti. En Haïti, de nombreuses espèces sont menacées d'extinction. Environ 85% des grenouilles. Et c'est un problème grave, parce que bientôt certaines de ces espèces disparaîtront probablement en plus grand nombre. Essentiellement, il pourrait y avoir une extinction massive. Travaillant ensemble et en collaboration avec le gouvernement haïtien, Philippe Bayard et le Dr Hedges ont lancé un plan d'action visant à évaluer l'état actuel des reptiles et des amphibiens d'Haïti. Pendant 3 ans, une équipe de recherche s'est rendue dans les forêts tropicales restantes d'Haïti en voiture, à pied, en bateau et en hélicoptère afin de découvrir de nouvelles espèces, redécouvrir celles qui avaient disparu et lancer un projet ambitieux pour sauver les plus menacés. Grâce aux données et mises à jour par satellite, Blair Hedges avait déjà sélectionné plusieurs domaines de recherche concernant des parcelles de forêts vierges. Ces dernières peuvent encore soutenir une biodiversité considérable. En effet, certaines zones n'ont jamais été visitées auparavant par les chercheurs et étaient encore inconnues de la science. Trois points d'intérêt biologique sont prioritaires. Le massif de la Hotte, une chaîne de montagnes à l'extrémité de la péninsule de Tiburon, le massif de la Selle et l'île de la Gonâve, qui fut la première à être visitée. L'équipe de l'expédition embarque à Port-au-Prince, la capitale, en direction du nord-ouest et traverse le canal de Saint-Marc vers Ansagalès, le port de l'île de la Gonâve. Le littoral semble presque idyllique. Et même s'il n'est pas loin de la capitale, la vie ici prend un rythme différent et rappelle qu'autrefois, Haïti était une destination touristique populaire. Dans la matinée, le bateau est prêt à partir avec 5 membres de l'équipe et un caméraman à bord. L'équipe est formée d'Einer Madsen, membre de la Société Audubon d'Haïti, du docteur Blair Hedges, du photographe et naturaliste Miguel Landestoy, du docteur Robin Moore, spécialiste de la conservation des amphibiens, et de l'écologiste Joel Temian. L'équipe arrive à la Gonâve, d'une superficie de 689,62 km² et qui abrite 80 000 habitants. La plupart des marchandises arrivent ici par bateau. Leur transport vers les magasins et entrepôts est organisé. Très vite, le principal produit d'exportation de l'île devient visible, le charbon de bois. Les bateaux partent tous les jours à destination du continent. Le charbon de bois est vendu à Port-au-Prince où les meilleurs prix peuvent être obtenus. Ansagalès est la plus grande ville de l'île avec quelques véhicules, aucune route pavée et des habitants qui attendent patiemment pour remplir leur seau d'eau des puits publics. Ici, des tas d'ordures délimitent la périphérie de la ville. La monnaie locale circule car tout le monde s'affaire à vendre quelque chose,
du charbon de bois au poulet. Après un court arrêt à l'hôtel, l'équipe décide de partir immédiatement pour explorer la côte nord de l'île à la recherche d'habitats et de reptiles. Un chemin de terre mène à un chantier naval improvisé où le travail se poursuit dès que le bois arrive du continent. Les grandes poutres en bois affectées à la construction des bateaux sont rares. La production adjacente du charbon de bois démontre parfaitement la taille des arbres et des arbustes encore disponibles dans la région. Malgré tout, à Port-au-Prince, des millions de personnes sont en attente des livraisons. La taille ou l'efficacité du charbon de bois n'a aucune importance. Les repas doivent être cuits. L'équipe passe près d'un lot de cocotiers et décide de jeter un regard plus attentif. Les piles de déchets de noix de coco sont idéales pour les reptiles. Elles fournissent l'humidité, des températures plus fraîches et les insectes, source de nourriture, y abondent. Sans coup férir, l'équipe a réussi. This is an adult Hypsorhynchus. Il s'agit d'une couleuvre adulte. Elle a rampé juste sous les cocotiers et les palmiers morts. The dead coconuts and palms. And beautiful animal. Bel animal. Elle mange principalement des lézards, Mostly chose rare. rear-fanged. Very nice. Je n'ai pas encore vu de sphérodactyle. This is Curtici. It's an anguid lizard. C'est un lézard curtis. C'est un lézard anguisse. Ils ressemblent aux cinques, mais ils ne le sont pas. Ils sont appelés galliwasps. Cette espèce se trouve dans les zones arides d'Hispaniola, seulement sur l'île d'Hispaniola. Ils sont un peu plus grands que ceux-là, mais c'est leur habitat typique. They get a little bit bigger than this, but this is kind of typical habitat. Oh, oh, un serpent! Non, non. Oh oui, C'est une mine ici. On trouve beaucoup de lézards. vous avez trouvé un autre lézard? Non, So this is Hypsorhynchus. Voyez, c'est un parvifron Hypsorhynchus. C'est une autre espèce de serpent. Des fourmis m'ont piqué là, mais ça va. Il s'agit d'un mineur. Nous avons un adulte. Bon travail, excellent. Il s'agit d'un adulte de l'espèce que nous avons eue auparavant. C'est un parvifron Hypsorhynchus, un autre type de coureur. Ce sont des serpents diurnes et il est logique qu'ils soient actifs pendant la journée ici. Le site choisi au hasard, près des forêts de mangroves, continue de surprendre l'équipe. Voilà, c'est une petite couleuvre agile. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Oui, je ne sais pas, je l'ai trouvée autour de ce palmier et de ses déchets. Elle pourrait être adulte ou adolescente. Cette espèce ne grandit pas beaucoup plus que ça. Nous avons d'abord remarqué des œufs quand nous sommes arrivés ici. Ensuite, nous avons vu quelque chose sortir des œufs. Très intéressant. Nous saurons plus tard ce que c'est. Cela pourrait être une nouvelle espèce. Ayant trouvé plus qu'elle ne le prévoyait, la joie de l'équipe, qui était à son comble, change rapidement lorsque le groupe passe à côté des producteurs de charbon de bois. Ils attendent près des tas d'ordures qui ont été amenés sur l'île par les courants de Port-au-Prince afin de trouver au fil du temps une nouvelle destination. Au petit matin, l'équipe poursuit son voyage vers l'intérieur de l'île. Ici, les sommets s'élèvent à plus de 700 mètres d'altitude.
Le chemin de terre côtoie les quelques plaines fertiles de l'île. La mission aujourd'hui est de trouver des zones humides et isolées. Peu de temps après, l'équipe commence à suivre la piste d'un petit canyon utilisé par les paysans pour obtenir de l'eau douce. Comme d'habitude, l'équipe attire beaucoup d'attention et les habitants suivent le groupe pour participer à l'action. Ici, le site est surprenant. L'eau transparente qui coule limpidement offre une vue complètement différente de cette île particulièrement aride. L'équipe commence son travail et un serpent est le premier animal à être découvert. C'est une couleuvre d'Hispaniola à nez plat. Ce serpent que je photographie est aussi une couleuvre, mais c'est une espèce adaptée aux zones arides d'Hispaniola, connue déjà à la Gonâve. Ici, en fin d'après-midi, tard dans l'après-midi, il est 4h, 4h30, elle prend juste un peu de repos à côté d'un ravin en quête de nourriture. Ce pourrait être un lézard, comme cet anolite que nous venons de voir. Je vais le capturer maintenant. C'est un serpent avec des crocs à l'arrière et son poison serait très doux. Et il faudrait me mordre à un endroit spécial, comme à droite, au milieu là, pour injecter vraiment du venin. Donc ce ne sont pas vraiment des espèces dangereuses, mais il est très joli. Ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils libèrent une odeur forte qui pourrait occasionner un prédateur à les relâcher. Quoi qu'il en soit, si c'est un Ipsorhynchus ferox, c'est un jeune. Les adultes atteignent 2 ou 3 pieds de long, mais vous voyez qu'ils n'essayent même pas de mordre. La recherche se poursuit et cette fois-ci, un petit serpent d'arbre au nez pointu montre sa beauté sans toutefois pouvoir convaincre les habitants. Uromacer frenatus, n'est-ce pas? Brun avec une tête verte. Et vous pouvez voir qu'il n'essaye même pas de mordre. Il est en réalité tout à fait docile. Mais vous pouvez aussi constater comment le comportement du serpent imite une vraie vigne. Il se déplace, ou garde sa tête raide, ou tout de suite il la déplace comme une vigne se déplacerait avec le vent. En traversant la colline, l'équipe a la chance de tomber sur toute une variété de petits reptiles. Un lézard à queue longue, un lézard nain, le lézard de la Gonâve à queue bouclée et, tenez-vous bien, un lézard non encore découvert par la science que personne ne connaît, ce qui confirme que la faune d'Haïti conserve encore quelques-uns de ses secrets. Ce chemin de terre mène à la côte ouest de la Gonâve, à Pointe-à-Raquette. Bien que classée comme la 2e plus grande ville de l'île, Pointe-à-Raquette est loin d'être aussi bruyante qu'Ansagalès. Cette ville est idyllique. Un groupe d'oiseaux palmistes d'Hispaniola jouit ici de l'abondance des fruits. L'équipe en profite pour faire des photos, car la Gonâve abrite une sous-espèce unique. L'expédition se termine mieux que prévu, mais il est clair que des mesures de conservation doivent être prises pour empêcher la destruction des rares habitats restants pour la faune de la Gonâve. Et ma famille a été dans le négoce du café depuis plus d'une centaine d'années. C'est malheureux de voir la dégradation maintenant. Les gens, depuis des générations et des générations, n'ont fait que couper des arbres sans que rien n'a été fait à ce sujet. Et que maintenant, il est temps qu'on fasse quelque chose parce que si nous ne faisons rien, nous allons atteindre dans ce pays un stade de désertification avancé. Nous sommes presque arrivés au point de pouvoir renverser ce procédé et espérons y arriver bientôt.
Quand vous venez ici, vous devenez un témoin de la déforestation. Vous voyez les arbres qui sont coupés et des zones complètement dénuées de végétation, ce qui donne l'aspect d'un paysage lunaire. Et du coup, une réelle émotion vous traverse que ces espèces sont vouées à une disparition totale quand cela se produit. Donc pour moi, c'est une chose vraiment réelle car je le constate tout le temps. Chaque fois que je viens ici, les forêts sont de moins en moins nombreuses et je sais que le temps est compté pour sauver la biodiversité. Le docteur Blair Hedges et Joel Timian sont des spécialistes d'Haïti. Ils y ont débuté leur travail il y a déjà 3 décennies et l'ont consacré d'abord à la recherche scientifique, puis à la gestion des ressources naturelles. Tous deux pensaient que la Gonâve était une expédition facile. Mais cela va changer en découvrant le massif de la Hotte, le plus important bastion de la biodiversité d'Haïti. Le massif de la Hotte est une chaîne de montagnes isolées à l'extrême sud-ouest du pays. Il y a plus de 2 millions d'années, ces montagnes étaient séparées du reste du pays par un large bras de mer. À cause de cette séparation, la vie végétale et animale a évolué différemment du reste d'Haïti et la répartition de nombreuses espèces se limite uniquement à ces montagnes. Le pic Macaya est la plus haute montagne du massif de la Hotte qui surgit à 2347 mètres d'altitude. Il fait partie du parc national Macaya. Pour atteindre ce parc, l'équipe décide de passer par la ville des Cayes. Cette dernière est la ville natale du célèbre ornithologue et naturaliste John James Audubon. La ville et sa zone rurale environnante forment une région endormie et calme. Toutefois, le réconfort procuré par la présence des réservoirs de gaz propane utilisés pour la cuisson disparaît rapidement lorsque les revendeurs de charbon de bois sont à nouveau repérés. Joël alors essaye de découvrir d'où provient ce charbon. D'où vient ce charbon? De la Grande Plaine. De Macaya? Oui, tout ceci provient des bassins versants du pic Macaya. L'équipe traverse la rivière Lacule qui charrie encore des quantités d'eau considérables tout le long de l'année. Ici, les routes se transforment en sentiers et les pannes de pneus deviennent prévisibles durant le voyage. La grande piste est utilisée par les paysans locaux pour transporter les récoltes de leurs terres cultivées. Les femmes se rendent au marché, le lieu d'activité économique le plus important dans ce pays. La diversité des produits sur un marché haïtien peut facilement rivaliser avec un centre commercial. Fruits et légumes frais, produits de boulangerie ou d'hygiène et billets de loterie, tout est là. Et bien sûr, dans un espace séparé, il y a l'omniprésent marché de charbon de bois. C'est à peu près 20 $ américains. C'est un bon exemple de l'intermédiaire qui va acheter et revendre. Où allez-vous vendre ça? Il va le revendre à l'endroit où nous avons traversé la rivière. Vous vous rappelez quand nous avons traversé la rivière hier? C'est à environ 10 km à vol d'oiseau d'ici. C'est là qu'il va les revendre. C'est là que les camions viennent récupérer leur cargaison pour le transport à Port-au-Prince et aux Cayes. Après 10 heures de route, l'équipe arrive au petit village Cay-Michel qui offre une vue spectaculaire sur le parc national Macaya. Mais cette fois-ci, l'expédition s'est fixé un objectif supplémentaire, autre que celui d'aller à la recherche de nouvelles espèces et d'essayer d'en trouver d'autres qui n'ont jamais été vues depuis des décennies. Je collectionne les espèces de grenouilles qui sont sévèrement menacées de disparition afin de les ramener vivantes pour l'élevage en captivité, ce qui constitue dans un sens un type de police d'assurance pour l'avenir. Car si les forêts reviennent, alors nous pouvons réintroduire ces grenouilles dans leur habitat naturel. Pour atteindre cet objectif,
Le zoo de Philadelphie s'est associé au Dr Blair et a envoyé le Dr Carlos Martinez Rivera, spécialiste de la conservation d'amphibiens du zoo. Une partie de mon travail consiste à capturer les amphibiens qui sont en danger ici en Haïti et de les amener aux zoo de Philadelphie afin de créer des colonies de ces espèces pour nous assurer qu'elles ne disparaissent pas. Ainsi, dans le cas où elles disparaîtraient de la nature, nous aurons encore ces grenouilles aux zoo de Philadelphie et elles pourront être remises dans la nature. Après une longue et pénible randonnée escarpée, l'équipe arrive finalement au pic Macaya qui atteint plus de 1800 mètres d'altitude. Des guides, 16 ou 17 personnes environ apportent du matériel pour nous 7. Pendant que le camp est mis en place, nous allons organiser notre collecte de données et faire des photos. Ici, le mariage entre les nuages et la forêt des pins offre un excellent habitat pour les grenouilles des montagnes en voie d'extinction en Haïti. La recherche d'espèces commence après le coucher du soleil. Maintenant, si vous vouliez, nous pourrions... Je suis sûr que c'est là. C'est juste là. Essayons et voyons ce qui arrive. Je dirais que c'est là. Je peux la sentir. J'ai introduit mes mains dans le trou et je peux la sentir sous mes doigts. Ça l'empêche de sauter dehors. Elle croasse à partir d'un terrier. Je vais déplacer mes mains pour que vous puissiez la voir. Vous voyez sa tête? Mignonne. Jolie grenouille. Et regardez l'orange. C'est magnifique. Elles ont un museau corné qui est très pointu, ce qui les aide à creuser dans la terre. Très agréable. Regardez ses cuisses. Nous ne savons pas encore ce que c'est. Bien. Il y en a une autre qui croasse là. Tout à fait intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Dans la matinée, l'équipe est en mesure d'apprécier le brouillard qui enveloppe les forêts de cette chaîne montagneuse. Près de 1000 espèces de plantes différentes du parc national Macaya sont connues des scientifiques. L'abondance d'espèces animales est également stupéfiante ici. Le massif de la Hotte est le site qui contient le plus grand nombre d'espèces de grenouilles dans les Caraïbes, limité à un seul domaine. Il est également l'un des centres les plus importants de la biodiversité des Caraïbes. La répartition de ces grenouilles est extrêmement limitée et même des perturbations mineures dans la zone pourraient causer leur extinction immédiate. L'équipe a réussi. En 2 nuits seulement, 23 espèces de grenouilles sont répertoriées, dont 6 n'avaient pas été vues depuis 19 ans. L'équipe redécouvre aussi une des grenouilles les plus petites, la grenouille à taches de Macaya. Le groupe d'experts recueille également des spécimens de 9 espèces en voie de disparition pour le programme d'élevage en captivité du zoo de Philadelphie. Les forêts du parc national Macaya abritent non seulement une grande diversité d'amphibiens endémiques, mais elles constituent aussi l'un des derniers habitats du bel oiseau national d'Haïti, le trogon d'Hispaniola, et d'autres oiseaux uniques, comme le perroquet d'Hispaniola ou encore le hibou à la face cendrée. Mais combien de temps leur reste-t-il pour survivre dans cet habitat ? Un gardien du parc qui accompagne l'équipe confirme la menace qui pèse sur le parc national Macaya et ses environs. Ils n'ont pas d'outils généraux, incluant des bottes, l'équipement spécial pour se déplacer sur le terrain, et je voudrais souligner qu'il m'a dit plus tôt qu'ils ne sont que 10. Or, selon une évaluation, il y a 200 unités à l'intérieur du parc qui coupent du bois.
pour le charbon ou pour le bois de charpente. Donc ils sont à court de personnel, sans les ressources nécessaires, et en fait, ils sont dépassés. And so they're understaffed, under-resourced, and they're outnumbered, basically. Faisant face à la réalité d'Haïti, même ici dans les montagnes les plus reculées, les questions surgissent. Combien d'espèces sont encore inconnues sur ces sommets et ont besoin d'une attention urgente? Combien de temps cela prendrait-il pour atteindre chacun de ces lieux, compte tenu du manque d'accès et de pentes montagneuses si raides? Seul un hélicoptère permettait un accès plus rapide à l'équipe qui a survolé, une par une, les crêtes du massif de la Haute. Nous espérons que nous le faisons tous, d'une manière ou l'autre. Ok, gonflez à bloc. L'équipe établit rapidement une base au large de l'île Vache située au sud du massif de la Haute et embauche l'expert pilote de l'aviation dominicaine Jesus Mendes pour assurer la navette de l'équipe sur les pics environnants du Macaya. Grand Colin, Morne de Bernière, Grand Bois, Deux Mamelles, Tête Bœuf, Morne Manzinte, Morne Pangal et Morne Bellevue. La vue d'ensemble de la chaîne de montagnes confirme que la plupart des forêts restantes ne se trouvent que sur les sommets extrêmes ou sur des coteaux très escarpés. Le pilote, Jesus, amène l'équipe aussi près que possible des forêts prometteuses. Comme les conditions météorologiques changent rapidement dans ces montagnes, une coordination de dernière minute est exécutée à chaque descente avant que Jesus ne retourne à la base. Nous utilisons des hélicoptères. Il le faut pour arriver à atteindre ces endroits où nous sommes maintenant. C'est à environ 1500 mètres d'altitude. Mais ce sont des randonnées très difficiles à pied. C'est là que les dernières forêts se situent. Cela nous prendrait une semaine à pied pour arriver jusqu'à cette montagne où nous nous tenons. Alors que là, nous pouvons le faire en 24 heures à l'aide d'un hélicoptère et la société Audubon collabore avec nous dans toutes ces activités. Une routine est rapidement établie. Préparer le terrain de camping, évaluer les espèces trouvées au cours de la nuit précédente, se reposer quelques heures, commencer la randonnée dans la forêt avant la nuit, et enfin chercher des lézards dormants ou des grenouilles actives pendant la nuit. La recherche se poursuit. Étonnamment, nous l'avons fait avant qu'il ne fasse nuit. Personne n'a jamais fait de collecte ici avant. Aucun biologiste, pour autant que je sache. Voilà, le fanon. Il se montre à d'autres hommes ainsi que les femelles. Aïe! Oh mon Dieu! C'est très douloureux. Oh! Surtout ne lui dites rien. Il pressera plus fort. Oh, s'il te plaît, lâche-moi, ça fait mal. Regardez ça. Habituellement, ils sont de couleur vive. Celui-ci est juste un peu terne. C'est particulièrement blas. L'équipe a de la chance et localise un lézard très spécial. Je l'ai? Qu'elle est belle. Oh mon Dieu! Oh, regarde, ça rappelle un compréhensible. C'est ça. Vous voyez, c'est un anolis géant d'Hispaniola, appelé anolis darlington.
Il a été décrit dans les années 30 par Darlington, un professeur d'Harvard, et n'a été retrouvé qu'au milieu des années 80. Puis il a disparu à nouveau, et on le retrouve ici dans un endroit très différent. C'est fantastique. C'est un lézard très rare. Pour localiser certaines espèces, l'équipe utilise un appareil spécial pour enregistrer et reproduire des appels qui encouragent la grenouille à répondre. Yeah, that's him, yeah. Oh, oh. Got him? Oui, c'est lui. Oui. Oh, je l'ai eu. Voilà, c'est lui qui est en train de chanter. Singing. Regardez son sac vocal qui est d'une couleur différente, un peu brun jaunâtre. Très joli ventre avec une ligne droite, une sorte de ligne en pointillé là. Very pretty belly with a straight line. Kind of a dotted line there. Stocky frog. C'est une grenouille trapue et vous pouvez constater par sa forme qu'elle doit vivre sur le sol et probablement dans un terrier comme celui-là. Très difficile d'accès car c'est littéralement un souterrain. Nous ne savons pas ce que c'est, mais elle est étroitement liée au Ventrilo-lineatus qui se retrouve dans une chaîne de montagnes près d'ici. Au matin, l'équipe est prête à être recueillie. Le prochain sommet est Grand Bois. Sur place, Jesus ravitaille l'hélicoptère en combustible tandis que l'équipe commence à construire un camp et les fermiers locaux n'en croient pas leurs yeux. La forêt de nuages sur Grand Bois est diversifiée, bien conservée et doit receler de nombreuses surprises pour l'équipe. À la lisière de la forêt, un tangara de palmiers à calotte grise bénéficie de l'abondance des fruits et des insectes. Ce tangara se trouve exclusivement dans la partie occidentale de la péninsule de Tiburon et est le seul oiseau endémique d'Haïti. Une partie de l'équipe décide de chercher des reptiles et des insectes dans la forêt épaisse, tandis que Joël, de son côté, rassemble une collection de plantes avec des membres de la Société Audubon Haïti, Jean Anderson et l'écologiste Jean-Marie Laurent. We made a collection of plants, both to cryobank and to... Nous avons fait une collection de plantes, tant pour la cryobank que pour le stockage à l'herbier de l'Université de Floride. C'est une sélection de plantes qui représente toutes les formes de vie dans la famille des plantes de la forêt. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour faire sécher les plantes pour les spécimens de l'herbier, donc nous aspergeons l'éthanol à 70% sur les plantes pour arrêter le processus de dégradation. Nous allons démarrer un projet en vue d'identifier les derniers espaces naturels d'Haïti, qui sont des domaines potentiels qui pourraient être sélectionnés comme zones protégées. Le gouvernement d'Haïti a une agence nationale pour la protection de ce secteur et ils nous ont demandé de commencer la sélection des zones qui seraient sur cette carte.
Très probablement, le mont Grand Bois figurera sur ce plan, non seulement en raison de sa diversité végétale, mais aussi à cause de l'existence de cette grenouille de Tiburon menacée d'extinction et redécouverte au cours de cette expédition. Cette grenouille n'avait pas été observée depuis 28 ans. La recherche se poursuit au milieu de la nuit. Miguel découvre et attrape ce qui semblerait être la très populaire rainette géante d'Hispaniola. Très épineux. Ils ont des glandes dans la peau qui libèrent une substance qui est un peu toxique. Et si vous vous frottez les yeux, vous pouvez être temporairement aveuglé. D'autres études au cours des prochaines semaines détermineront que cette grenouille est différente et deviendra très probablement une nouvelle espèce. L'équipe poursuit son exploration des sommets du massif de la Hotte. De longues randonnées sont souvent nécessaires pour trouver des habitats adéquats, mais même les zones fortement perturbées sont toujours appropriées pour des animaux inconnus. Cool. Génial! Je ne sais pas ce que c'est. C'est un serpent gris bleuâtre. L'équipe se divise pour optimiser la recherche. Tandis que le docteur Blair Hedges choisit d'explorer la forêt de fougères arborescentes géantes, qui est un habitat idéal pour des grenouilles et des lézards, Miguel a découvert de son côté des traces de l'un des mammifères les plus rares sur Terre, le Solenodon d'Hispaniola. Ça a l'air d'être une cavité ou un trou laissé par les solénodons quand il a creusé pour chercher la nourriture. Il utilise son museau, ses griffes, pour creuser dans le sol et la litière des feuilles. Donc, il a laissé une empreinte conique. Comme référence, voici ma main. So as a reference, this is my hand. Le Solenodon nocturne d'Hispaniola est l'un des 2 mammifères terrestres endémiques de l'île. Il ressemble à une musaraigne fripée, démesurée, bien qu'il ne soit pas lié à cette espèce. Les ancêtres de cet insectivore furent séparés de tous les autres groupes de mammifères vivant il y a de cela 76 millions d'années. Et l'évidence de fossiles démontre qu'ils avaient existé dans le passé en Amérique du Nord. Le solénodon est un mammifère distinctif, capable de sécréter de la salive toxique ne faisant qu'une bouchée des mammifères venimeux. Depuis des décennies, il a fait face à des menaces réelles et immédiates pour sa survie. En plus de perdre son habitat, il est mal équipé pour se défendre contre les prédateurs introduits par l'homme, tels que les chiens sauvages, les chats et la mangouste indienne. Nous recherchons également des anolis endormis dans les branches au-dessus. Il y a souvent des espèces rares qui dorment là-haut. This is it. Remember what I told you about the red dewlap? C'est cela. Rappelez-vous que je vous ai parlé de l'anolis fanon orange? Devinez. C'est un mâle d'une nouvelle espèce que nous avions trouvé à Grand Bois et ne l'avions pas réalisé il y a 2 ans. And didn't realize it 2 years ago.
Ici, il est vivant, et à un autre endroit, pas trop loin, à 10 km. C'est une nouvelle espèce pour la science. C'est une grande découverte qu'on vient de faire il y a à peine 3 minutes. Après beaucoup d'expéditions couvrant presque chaque forêt restante de cette chaîne de montagnes, la connaissance de la biodiversité d'Haïti a fait un pas en avant significatif. Les découvertes et les redécouvertes de reptiles et des grenouilles ont été faites sur chaque montagne, et ceci parfois à des extrémités rarement observées. Nous sommes venus ici, à Morne Pangol, ce matin, et nous avons regardé autour de la forêt et de la vallée. Nous avons trouvé un certain nombre d'espèces de grenouilles et de lézards. À peu près tous étaient nouveaux pour la science. Beaucoup de temps et d'efforts sont encore nécessaires pour en savoir davantage sur les rares et uniques reptiles et grenouilles du massif de la Haute et d'autres endroits en Haïti, notamment leur distribution, leurs habitudes et leurs chances de survie. Les résultats des expéditions comprennent la découverte de nouvelles espèces, probablement entre 40 et 50, un nombre étonnant surtout pour les vertébrés. Cela confirme donc encore plus l'importance de ces montagnes comme un point pertinent pour la biodiversité des Caraïbes. Les amphibiens jouent un rôle important dans l'écosystème. Ils aident à contrôler la prolifération des insectes, créent de la matière organique pour la croissance des plantes et sont une importante source de nourriture pour d'autres animaux. Les populations de grenouilles sont en baisse dans le monde entier à un rythme sans précédent et près d'un tiers des espèces d'amphibiens du monde sont menacées aujourd'hui d'extinction. Avec près de 90%, Haïti a le pourcentage le plus élevé d'espèces de grenouilles menacées de n'importe quel pays dans le monde. Le déboisement complet d'une seule montagne peut effacer plusieurs espèces à la fois. L'action immédiate pour protéger les forêts naturelles restantes d'Haïti doit donc devenir une priorité. L'équipe retourne visiter les forêts les plus précieuses, cette fois-ci en compagnie de Philippe Bayard de la Société Audubon Haïti, qui est considérée comme l'organisation environnementale la plus influente du pays. Philippe veut obtenir une vue de premier plan des sites de recherche et évaluer la situation des communautés locales entourant les forêts. L'équipe suit une piste et rencontre bientôt un groupe de personnes qui arrivent du marché. Leur randonnée de 3 heures les emmène à travers la forêt. Il s'agit ici d'une forêt primaire très bien conservée, mais en voie de disparition parce que les gens en vivent et ils prétendent que c'est leur propriété. Il n'y a pas d'autre alternative pour la communauté qui vit ici que l'agriculture. Malheureusement, c'est aussi la cause de l'érosion. Donc il nous faut absolument trouver une solution durable pour freiner cette dégradation et aider à conserver cet endroit. Notre mission ici est de recenser ces espèces, les espèces qui sont présentes ici, et d'établir autant que possible leur distribution. Il nous faut trouver une solution pour sauver cet endroit et ça, ce n'est pas une chose facile. Nous pensons que l'acquisition des terres est probablement la seule solution durable. Et nous comptons le faire avec des partenaires locaux et internationaux. Nous ne pouvons absolument pas permettre que cette forêt disparaisse. Alors que les efforts se poursuivent pour trouver une méthode efficace pour préserver les forêts naturelles d'Haïti, le Dr Blair Hedges est de retour dans son laboratoire à l'université de Penn State. De nouvelles espèces sont comparées et décrites et des séquences d'ADN d'animaux analysées. Ce que j'ai à l'écran sont des séquences d'ADN d'environ 1 millier de grenouilles en provenance d'Haïti. Et ceux-ci sont un peu comme des codes à barres d'un supermarché, parce que ce qui en résulte, c'est l'information qui nous indique si c'est une espèce unique ou s'il s'agit de la même espèce. Ici, vous pouvez voir des échantillons clairement différents.
Ce groupe est différent de celui en dessous et différent de celui ci-dessus et en dessous de ceux-ci. Donc c'est vraiment de bonnes informations. Cela nous indique comment distinguer deux espèces, si nous avons de nouvelles espèces ou pas, et nous donne une base de la biodiversité dans une région, et pour cette raison, c'est très utile pour la conservation. De plus, Dr Hedges a installé des réservoirs de cryoconservation où les cellules des grenouilles sont congelées pour éviter une potentielle perte totale des espèces dans la nature. Nous avons ici une cryobanque d'environ 1 millier d'échantillons de vertébrés, principalement des amphibiens et des reptiles recueillis en Haïti. C'est un plan de secours qui servira à la conservation des espèces. Le plan le plus important pour la conservation est vraiment une protection dans les parcs nationaux et les zones protégées de ce que nous appelons in situ, en place. Ici, nous avons un plan C, parce que le plan B serait l'élevage dans les eaux. C'est donc le plan C, la cryobanque, où l'on fait congeler les cellules durant des centaines d'années à perpétuité. Ici, les cellules ne changeront pas, elles ne pourront pas se dégrader. L'ADN, le génotype de l'organisme, est extrait plus tard, mis à l'intérieur d'une cellule d'un organisme vivant et cloné à la vie. Essentiellement, des espèces entières peuvent être amenées à la vie, relancées. De cette façon, nous pouvons stocker l'ensemble de la biodiversité d'un pays, pour toujours, dans de l'azote liquide à moins de 200 degrés centigrades. C'est très peu coûteux à faire. Dans l'intervalle, une délégation du gouvernement haïtien visite le zoo de Philadelphie en vue de coordonner davantage l'action de l'équipe et observer le programme de reproduction des espèces de grenouilles en voie de disparition. Environ 150 grenouilles de 9 espèces différentes ont été amenées au zoo. Au début, elles étaient au nombre de 150-154 environ, et elles se reproduisent très bien. Nous en avons plus de 1400 maintenant. Dorénavant, je mets certaines des adolescentes ensemble pour faire de la place aux nouveaux bébés que je dois enlever des cages. Ce que je fais aussi, c'est d'embuer les cages 2 ou 3 fois par semaine. Ça active les grenouilles et les incite à sortir dehors. Lorsqu'elles sortent, les bébés sortent aussi. Puis, je mets une étiquette sur cette cage des bébés pour l'identifier jusqu'à ce que je puisse les retirer et les placer hors de la cage. Donc, lorsque je nourris les grenouilles, je dois aussi nourrir les bébés. Ces amphibiens au zoo de Philadelphie constituent l'essentiel de notre projet. Dans ce genre, je pense que c'est probablement le plus grand effort de sauvetage et de conservation des amphibiens que nous ayons entrepris depuis un certain temps. Le système de CVC, le chauffage et la ventilation maintiennent cette zone entre 60 et 65 degrés. Garder cet espace à cette température est essentiel pour l'habitat, parce qu'ils sont habitués à la haute altitude. Il faut maintenir le drainage et le faux fond en ayant un système de brumisation qui maintient l'humidité continue. C'est ainsi que nous recréons l'environnement naturel. La brumisation, la précipitation, l'humidité, la pression barométrique, tous ces facteurs contribuent à leur reproduction. Et jusqu'ici, tout va bien. Pour nous, 2 aspects concernent Haïti. Le premier étant celui que nous avons développé en partenariat avec le Dr Blair Hedges de l'Université de Penn State. Nous avons fait nos études universitaires ensemble et j'ai pris connaissance par hasard de son travail en Haïti. Il nous a invités comme associés potentiels dans son projet pour réceptionner les grenouilles qu'il allait recueillir afin d'essayer de créer des programmes d'élevage. D'autre part, Haïti est un lieu qui inquiète. Ces dernières parcelles d'habitat vont-elles disparaître? Allons-nous perdre ces espèces animales? Sera-t-il nécessaire de réaliser un sauvetage comme celui de l'Arche de Noé? Au moins, espérons que ce ne soit qu'une solution à court terme et que nous puissions, par la suite, ramener les animaux dans leur habitat naturel. Ce que l'on déteste le plus, c'est de rater une opportunité d'assurer le repeuplement d'une espèce lorsqu'on en a eu la chance. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui est le résultat du programme de recherche mené par le professeur Blair Hedges avec la Société Audubon Haïti et le support du zoo de Philadelphie. En conclusion, la reproduction des grenouilles en captivité est un énorme succès. Nous espérons que ceci marquera le début d'une collaboration de longue date pour la réintroduction, si nécessaire, de ces espèces en Haïti.
L'avenir dira si ces mesures seront nécessaires. Pour l'instant, les forêts restantes d'Haïti avec leur vie végétale et animale diversifiée peuvent être sauvées. L'équipe continuera les recherches en essayant d'obtenir une connaissance parfaite de la faune et de la flore haïtienne et la découverte de moyens susceptibles d'éliminer la pression sur ces trésors naturels. De cet effort dépendra la survie des habitants d'Haïti.